Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler du plan de paix proposé par Donald Trump pour régler le conflit israélo-palestinien. Pour l'occasion j'ai sorti mon petit t-shirt avec paix écrit dans toutes les langues, donc en hébreu, en anglais et en arabe, Shalom, Peace, Salam, que j'ai acheté à Jérusalem chez un marchand palestinien. Je lui fais un coucou au passage, je sais pas s'il regarde mes vidéos, je pense pas, mais je le fais quand même. Alors écoutez, cet accord a été baptisé tout modestement The Deal of the Century, l'accord du siècle, mais c'est plutôt l'arnaque du siècle. C'est vraiment une honte en fait. Autant dire que les Palestiniens ont des miettes, déjà qu'ils n'avaient pas grand chose. Donc je vous propose de voir le détail ensemble. Alors d'abord, appeler ça un plan de paix, alors que jusqu'ici rien n'a été fait par les États-Unis pour encourager la paix, c'est déjà bien culotté, que ce soit installer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem pour reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, que ce soit reconnaître le Golan syrien comme étant un territoire israélien, ou encore les colonies de Cisjordanie annexées, les annexions, non plus comme des colonies ou comme des annexions, mais comme des territoires à part entière d'Israël. Voilà, encore une fois, c'est culotté, rien n'est fait pour la paix. Là, on en arrive en plus à proposer un plan complètement déséquilibré, hein, c'est le cas de le dire, c'est absolument pas un plan de paix quand on regarde de quoi ça a l'air, c'est plutôt une capitulation forcée avec des conditions d'un vainqueur imposées à un perdant. On va revenir en arrière dans l'histoire du conflit israélo-palestinien pour que vous compreniez à quel point c'est de l'arnaque et à quel point tout s'est construit sur une injustice. Alors en 1923, la Grande-Bretagne et la France commencent à administrer officiellement leurs mandats, ce qu'on appelle les mandats. Donc ce sont ces territoires du Proche-Orient que les deux puissances se sont partagés et pour lesquels elles ont fixé des frontières. Donc en l'occurrence, à la suite des accords Sykes-Picot, la Grande-Bretagne commence à administrer le mandat de Palestine. Donc c'est elle qui s'en occupe, la France a d'autres provinces pendant ce temps. Quand la Grande-Bretagne a commencé à administrer ce territoire, qui est différent de la province ottomane de l'époque, c'était peuplé en écrasante majorité d'Arabes, de Palestiniens, mais déjà à l'époque, vu qu'on était au début du XXe siècle, des Juifs avaient quitté l'Europe pour s'y installer, pour fuir les pogroms, les massacres de Juifs qui avaient commencé à la fin du XIXe siècle, avec le climat anti-juif qui montait petit à petit. Et il représentait à peu près 6% de la population de ce mandat. Quelques années auparavant, avant que ces mandats ne soient officiellement créés, quand il y avait les préparatifs, les négociations avec la France pour le partage de ce territoire et tout ça, la Grande-Bretagne était aussi en contact avec les Juifs, les notables juifs et avec les Arabes en fait. Donc en 1917, il y a eu ce qu'on appelle la déclaration Balfour. La Grande-Bretagne a promis l'établissement d'un foyer juif dans la région, donc dans le mandat de Palestine en fait. Sauf que la Grande-Bretagne avait déjà promis auparavant, entre juillet 1915 et mars 2017, pendant la Première Guerre mondiale en fait, un État indépendant aux Arabes. C'était pendant la correspondance entre MacMahon, un représentant britannique, et le shérif Hussein qui a dirigé la révolte des Arabes. Donc la Grande-Bretagne a promis un État arabe indépendant à Hussein en échange de son soutien contre l'Empire ottoman. Ce qu'il a fait, il a donc dirigé la révolte des Arabes. Est-ce que vous les voyez les problèmes venir? Un peu plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le génocide des Juifs, il y a eu le nazisme, donc les Juifs ont commencé à s'enfuir en masse et à rejoindre le mandat de Palestine. Et petit à petit, les Juifs achetaient des terres aux Arabes et commençaient à devenir de plus en plus nombreux. Et les Palestiniens se sentaient envahis et voyaient que la situation était hors de contrôle. Donc, ils ont demandé à l'Angleterre, enfin à la Grande-Bretagne, de faire quelque chose. Mais quand on a vu les ravages de la Shoah et que l'opinion internationale a été très sensible à ce qui s'est passé, ça devenait évidemment difficile pour la Grande-Bretagne d'empêcher une immigration de Juifs pour fuir l'Europe pendant la guerre. Donc la Grande-Bretagne a décidé de céder le dossier aux Nations Unies. En 1947, donc 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU
a établi un plan de partage de la Palestine et a donc mis au point 7 cartes avec d'un côté des possessions pour les Juifs et de l'autre des territoires pour les Arabes. Les Juifs ont accepté ce plan de partage et ils ont proclamé l'indépendance de l'État d'Israël en mai 1948, mais les Arabes, les États arabes et les Palestiniens compris, ont complètement rejeté ce plan, ils l'ont trouvé injuste et donc ils sont entrés immédiatement en guerre contre le nouvel État nouvellement créé. La fin de l'histoire, vous la connaissez sûrement, les États arabes ont perdu la guerre et elle a pris fin un an plus tard. Le territoire d'Israël en est même sorti agrandi. À l'issue de cette guerre, l'Égypte a annexé la bande de Gaza et la Jordanie a annexé la Cisjordanie. 20 ans plus tard, 1967, c'est la guerre des 6 jours. Encore une guerre entre Israël et les Arabes. Comme son nom l'indique, ça a duré 6 jours. Donc en 6 jours, en moins d'une semaine, ça a été une défaite et une humiliation pour les Arabes. Israël a annexé tous les territoires palestiniens et même au-delà, puisque l'ex-Palestine mandataire ne comprenait pas le Golan syrien, mais Israël a annexé ce territoire syrien et ces territoires donc annexés à ce moment-là n'ont jamais été reconnus par le droit international. Pendant tout ce temps, depuis la création d'Israël jusque là, pendant la guerre des 6 jours, les Palestiniens n'avaient ni territoire, puisqu'ils avaient refusé le plan de partition initial. Israël a été créé, mais de l'autre côté, il n'y a pas eu de création d'État palestinien, ni représentants, mais au fur et à mesure, une figure s'est imposée, c'est celle de Yasser Arafat. Il a été pris comme interlocuteur pour les pourparlers. C'était à la fois le président de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, et puis un temps aussi dirigeant du Fatah. En 1994, il y a eu ce qu'on appelle les accords d'Oslo. Et ça aboutit aux fameuses zones A, zone B et zone C en Cisjordanie, dont je vous ai parlé dans une vidéo sur laquelle je parle de mon voyage à Jérusalem et dans les territoires palestiniens. S'afficher juste ici si vous voulez aller la voir. Donc les Palestiniens obtiennent de pouvoir avoir un contrôle sur certaines villes, un contrôle administratif et civil de certaines villes, donc par exemple à Ramallah, Bethléem, Jéricho, Jénine, Naplouse, des villes comme ça, des villes arabes, et l'autorité palestinienne est créée. C'est pas un État officiel, c'est juste une autorité administrative. On parle bien d'une administration civile pour contrôler un territoire. Le reste, zone B et C, on a les zones B, les territoires avec un contrôle mixte, donc à la fois israélien et palestinien, et la majorité, 60% de la Cisjordanie, zone C, donc c'est des territoires entièrement contrôlés par Israël, que ce soit militairement ou administrativement. Donc du coup, je vous le rappelle, si vous passez par exemple, vous êtes palestinien, vous voulez vous déplacer de Ramallah à, je sais pas moi, Jéricho, vous prenez la voiture, mais dans l'enceinte de Ramallah, vous êtes en zone A, zone entièrement contrôlée par les Palestiniens. En quittant Ramallah, en quittant l'enceinte de Ramallah, vous repassez en zone C, donc vous repassez en territoire entièrement contrôlé par Israël, pour ensuite arriver à Jéricho, entièrement contrôlé par la Palestine, par l'autorité palestinienne. Donc vous voyez la difficulté que c'est de se déplacer ou d'avoir un État cohérent en fait. En 2005 également, Israël se retire de la bande de Gaza qu'elle occupait, mais aujourd'hui elle est sous blocus. Alors j'avais dit la dernière fois dans une revue du monde arabe que théoriquement rien n'entrait, rien ne sortait, mais il y a quand même des passages qui sont possibles, que ce soit de marchandises, de médicaments ou même de personnes spontanément. Par exemple, les Palestiniens qui veulent quitter la bande de Gaza pour diverses raisons peuvent passer par l'Égypte à condition d'avoir des autorisations, parce que l'Égypte, depuis l'arrivée au pouvoir de Abdel Fattah al-Sisi, a fermé ses frontières entre elle et la bande de Gaza. Voilà, donc Israël s'est désengagé de la bande de Gaza, mais entre-temps, le gouvernement a autorisé l'installation de colonies sur les territoires de Cisjordanie, ceux qui sont dans la zone C, qui sont normalement sous contrôle israélien, mais ça ne veut pas dire qu'on doit autoriser des personnes à s'y installer en fait. Donc eux, de leur côté, le gouvernement, pour légitimer ça, ils appellent pas ça des colonies, mais ils appellent ça des implantations, voire des unités de logement. Donc c'est des termes qui sonnent vraiment comme des euphémismes, tout ça pour ne pas reconnaître que ce sont des vraies colonies de peuplement,
sur des territoires annexés, occupés illégalement. Donc c'est pas du camping, comme j'ai pu le dire sur mon compte Twitter. On arrive donc à la situation d'aujourd'hui et avec Donald Trump qui nous propose cet accord du siècle, ou plutôt, encore une fois, cette arnaque du siècle. Mais cet accord, ce plan, ne fait en fait que acter les annexions qui ont déjà été faites par l'État d'Israël et reconnaître l'occupation comme finalement pas une occupation, mais une partie intégrante du territoire israélien. Côté palestinien, on a un État sans continuité territoriale, d'un côté la bande de Gaza, de l'autre la Cisjordanie, ça empêche l'unité, et il est complètement morcelé de l'intérieur en ce qui concerne la Cisjordanie, avec toutes ces zones A, B et C dont je vous ai parlé, et toutes les enclaves israéliennes et les colonies qui parsèment ce territoire. C'est justement une des clés importantes de cet accord. Les Américains proposent, pour favoriser la circulation et bien délimiter ce qui est à Israël et ce qui est à la Palestine, de favoriser la circulation par un système de viaducs et de ponts et de tunnels. Ce qui fait que si vous passez de l'actuelle zone A à la zone C, vous passez par un pont, donc en dessous vous aurez une zone C, puis vous arrivez dans une autre ville, ou par en dessous un tunnel, souterrain ou non d'ailleurs, hein, ça peut être juste couvert. Comme ça, vous n'entrez jamais en contact avec le territoire voisin. Autre changement dans ce plan, c'est le fait que la Cisjordanie n'aura plus de contact frontalier avec la Jordanie. Donc toute la vallée du Jourdain, le Jourdain c'est bien ce qui fait la frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie, toute cette vallée va être annexée par Israël. Pour compenser ces annexions faites par Israël sur le dos des Palestiniens, au détriment des Palestiniens, Donald Trump a proposé quelques territoires cédés dans le désert en tant que contrepartie des annexions. Merci, fallait pas, c'est trop gentil. Autre question primordiale qui est au centre aussi de ces négociations et du conflit, c'est la question de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on fait de Jérusalem? Je vous l'ai dit dans ma vidéo sur mon voyage à Jérusalem. Normalement, Jérusalem-Est appartient à l'autorité palestinienne, mais de fait, elle est entièrement sous contrôle et sous occupation israélienne. Donc, qu'est-ce qu'en fait Donald Trump? Donald Trump considère comme les Israéliens que Jérusalem est la capitale éternelle et indivisible d'Israël. Donc il n'y a pas de Jérusalem-Est, pas de Jérusalem-Ouest, il y a Jérusalem et c'est tout, c'est la capitale d'Israël. Mais pour consoler les Palestiniens, il a proposé, vous avez qu'à prendre Abu Dis comme capitale. Abu Dis, c'est une petite localité, un quartier si vous voulez, situé officiellement dans le gouvernorat de Jérusalem, mais qui se trouve en fait derrière le mur de séparation construit par Israël. Les limites de Jérusalem-Est sont donc encore plus poussées vers l'Est, et la vieille ville qui appartient normalement à la Palestine, selon la ligne verte fixée en 1949 après la première guerre israélo-arabe qui a suivi la création de l'État d'Israël, passe sous territoire israélien, même si Israël contrôle déjà de fait cet endroit, comme je vous l'ai dit, et l'occupe totalement. Et en ce qui concerne la gestion des lieux de culte musulmans, il veut que ça reste ainsi, que la Jordanie s'en occupe comme c'est le cas actuellement. Donc l'esplanade des mosquées restera gérée par la Jordanie, tout en étant sur un territoire israélien. Donc, je résume encore une fois, cet accord, cette proposition est une honte. D'ailleurs, il a déjà été rejeté par les Palestiniens et par la Ligue arabe, même si, bon, la Ligue arabe, elle n'a pas tellement d'influence, hein, mais je vais me taire, je veux pas être une mauvaise langue. Donc, tout a été pensé pour maintenir le statu quo, pour garder cet état de fait, et simplement en fait pour permettre que la circulation dorénavant se fasse sans checkpoint, mais ne plus jamais croiser l'état voisin dorénavant par ce système de ponts et de viaducs et de tunnels. On n'aura plus de zone A, de zone B, de zone C, ce sera Palestine, Israël, mais toujours cette discontinuité territoriale et ces annexions qui seront accordées à Israël. Le bilan, c'est que à chaque plan de partition entre les Israéliens et les Palestiniens, les accords auront été conclus sans les Palestiniens. Donc voilà, pendant quand l'ONU en 1947 a proposé son plan, les Palestiniens l'ont boycotté, les Juifs ont accepté et ça a abouti à la création de l'État d'Israël.
On leur fait le reproche d'être responsables de leur situation actuelle parce qu'ils boycottent systématiquement les négociations qui partent déjà en étant injustes et déséquilibrées. Et en même temps, on leur dit à chaque fois que c'est leur dernière chance de pouvoir avoir enfin un État indépendant reconnu par la communauté internationale. Sauf que c'est pas un État digne de ce nom, quoi. Donc voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas un État à proprement parler, juste une autorité palestinienne qui n'est pas reconnue par tous les États dans le monde. Et entre ceux qui ne reconnaissent pas l'existence de l'État d'Israël et ceux qui refusent la solution à deux États et ceux qui reconnaissent Israël mais qui refusent d'accepter le principe qu'on reconnaisse les annexions comme des possessions israéliennes, c'est impossible côté palestinien de marcher avec une seule voix. Je ne veux pas être pessimiste, mais je suis très perplexe quant à l'idée d'aboutir à une solution politique pour avoir deux États. Les négociations sont systématiquement déséquilibrées, les Palestiniens n'ont pas de réels représentants, pas comme à l'époque de Yasser Arafat où il y avait 7 interlocuteurs qui s'imposaient, encore que il y a beaucoup qui ont dénoncé les accords d'Oslo à l'époque, même si ça leur a permis d'avoir au moins une existence administrative, d'avoir cette autorité palestinienne. Mais bon, voilà, ça va être très long encore et là aussi j'en parlais dans ma vidéo sur Jérusalem et sur les territoires palestiniens. Quand je suis allée à Hébron, qui est une ville non pas divisée en zone A, B et C, mais en zone H1 et en zone H2, c'est une ville partagée entre Israéliens et Palestiniens. J'ai rencontré un colon israélien qui pense que non, la solution politique n'existe pas, mais que Israël a tout intérêt à maintenir ce statu quo, en fait. Et de temps en temps, il y a des crises, il y a des intifadas, des manifestations, le Hamas qui tire des roquettes, Israël réplique et on revient à la même situation. Donc vraiment, la situation, la même, c'est l'impasse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère ne pas vous avoir brisé le moral parce que malheureusement, je vois pas d'issue possible. Je n'en vois pas. Voilà. C'est une question très importante, la question israélo-palestinienne. Et je pense que c'est aussi important que vous puissiez bien la comprendre, le cheminement, les accords qui ont été faits, les démarches diplomatiques, etc., etc. Sur ce, moi, je vous laisse. J'ai un montage qui m'attend, hein, parce que vous savez, quand je tourne une vidéo et quand je la poste, là, ce qui m'attend, c'est du montage. Et ensuite, vous allez pouvoir avoir le produit fini. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Vous avez vu, j'essaye de tenir, je fais une vidéo par semaine. Et waouh, comment je fais? N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser des commentaires, de la partager. S'il vous plaît, partagez-la. C'est vraiment ça qui fait découvrir mon travail aux gens. Si vous trouvez que les informations que je donne sont utiles, voire sont d'utilité publique, la fille qui se donne plus d'importance qu'elle en a. Voilà, partagez mon travail. J'ai aussi une cagnotte Tipeee si vous voulez me donner un coup de pouce financier parce que, je le répète, même si je suis un peu gênée de le faire, mais cette caméra actuelle, cette nouvelle caméra, elle m'a coûté 800 €. Le fond derrière, bon, il m'a pas coûté énormément, mais c'était quand même un investissement. Tout le matériel, c'est sur mes fonds propres. C'est un investissement. Le temps que je passe à travailler, c'est des heures et des heures, donc tout travail mérite salaire finalement. Donc voilà, je vous force à rien, évidemment. Et voilà, bon, j'arrête là, j'ai trop parlé. Allez, bye bye.